Bonjour à tous, donc Aurélien Duménil et Aline Dupont. On va vous présenter un petit peu nos travaux sur plutôt la prise en main des sondes capacitives dans le cadre du pilotage de l'irrigation. Donc, pour ma part, je suis ingénieur dans l'équipe recherche et développement et je m'occupe des projets liés à l'agriculture de précision, en particulier pour l'irrigation et le désherbage. Moi, j'ai le même profil qu'Aurélien, donc je suis ingénieur dans l'équipe recherche et développement, et je travaille aussi sur l'agriculture de précision et le suivi, par exemple, des objets connectés sur la ferme 3.0. Pour la présentation, une présentation assez rapide sur nos travaux autour de l'irrigation. Je ne vais pas m'étendre vraiment sur le contexte, hein, puisque tout le monde est quand même au courant. Ces dernières années, on a une augmentation importante du nombre et de l'intensité des périodes sèches et chaudes, qui rend un peu plus difficile la gestion de l'irrigation. On a par exemple j'ai relevé là, sur la station météo seulement 83 mm de pluie entre le 15 mars et le 15 juillet 2020. C'est vraiment un déficit hydrique important. Et on a également des périodes chaudes assez longues, une quinzaine de jours, avec une forte évapotranspiration supérieure à 5 mm par jour. Vraiment des périodes de tension hydrique assez importantes. Paradoxalement, les agriculteurs, enfin, une partie des agriculteurs euh, pilotent encore l'irrigation, on va dire, à l'ancienne, principalement basé sur de l'expérience, donc avec un pilotage au ressenti, éventuellement au toucher, et l'application parfois de recettes assez rigides qui ne sont pas vraiment adaptables vis-à-vis de la pluviométrie. Et on a également les contraintes opérationnelles liées au tour d'eau, qui sont vraiment très importants à prendre en compte et qui parfois rigidifient un petit peu les adaptations qui pourraient être réalisées sur le pilotage. Et donc ce contexte nous amène à nous poser la question, est-ce qu'on ne va pas vers une généralisation des restrictions en volume pour l'irrigation? Nous, on va essayer d'anticiper ce phénomène en travaillant sur des expérimentations liées au pilotage de l'irrigation. Donc, on s'est fixé deux objectifs principaux. Un premier objectif d'améliorer le pilotage de l'irrigation et un second objectif où on va estimer l'impact de nouvelles pratiques culturelles sur la gestion de l'irrigation, voir ce qu'elles impliquent et comment on peut prendre en compte les caractéristiques de ces pratiques dans l'irrigation. Donc pour le pilotage, c'est assez classiquement, on va dire, optimiser un petit peu les seuils de déclenchement et puis la quantité d'eau à apporter. Mais on a également des sujets, on va dire, un peu plus ambitieux sur des travaux autour de la tolérance au stress hydrique, essayer de déterminer quels sont les seuils de tolérance pour certaines variétés, par exemple de pommes de terre, et également optimiser un volume d'eau limité qu'on va se fixer en début de saison et voir comment le répartir au mieux au cours du cycle de culture. Après, vous venez de parler donc de pratiques culturelles. On va essayer aussi de déterminer un peu quel est l'impact au niveau de l'irrigation. Est-ce qu'il y a un meilleur stockage de l'eau dans le sol en fonction du travail du sol qu'on va faire? Est-ce que l'eau est plus disponible pour la culture? Historiquement, en fait, on travaille principalement avec le bilan hydrique, hein, que ce soit à la chambre ou même au niveau des agriculteurs de la région. Mais il y a quand même un certain nombre de désavantages. En utilisant le bilan hydrique, on n'a pas de recalage avec des mesures réelles. En fait,
On se base exclusivement sur des données météo pour estimer l'évapotranspiration et via des coefficients culturaux, on estime la consommation de la culture, mais on n'a pas une mesure qui permette de vérifier si le bilan dérive ou non. Et ça, le bilan hydrique, en fait, il nous paraît incompatible avec nos objectifs en expérimentation, puisque ça sera très difficile de mettre en évidence, en se basant sur le bilan hydrique, des différences au niveau du stockage de l'eau et puis de la disponibilité en eau en fonction du travail du sol ou en pratique culturelle. Donc on a eu besoin d'un outil vraiment pour mesurer directement l'humidité du sol. Et c'est pour cela qu'on a décidé de travailler avec des sondes capacitives, donc des sondes qui sont typiquement d'une soixantaine de centimètres, même si on utilise des plus longues, principalement pour l'arboriculture. Ce sont des sondes connectées qui permettent d'envoyer les données automatiquement et sur une plateforme consultable à distance. Et on a également la présence d'un pluviomètre, soit intégré ou en option. Donc les caractéristiques principales de la sonde, c'est de mesurer l'humidité et la température tous les 10 cm de profondeur. Pour une sonde de 60 cm, on a 6 horizons différents pour lesquels on va obtenir l'humidité et la température. Et rapidement sur le principe de fonctionnement, donc la sonde, il y a des capteurs qui sont coulés dans la résine cylindrique de la sonde. Et les capteurs envoient un courant électrique dans le volume de sol qui est autour de la sonde. Et suivant les données mesurées, ça donne des indications sur le taux d'humidité du sol. J'ai parlé donc de plateforme de visualisation. Donc ça, c'est un exemple avec la sonde AquaSec. On voit ici un exemple donc, de représentation qu'on obtient avec différents graphiques. Un graphique global qui donne le taux d'humidité global dans le profil, là, sur 60 cm. On peut suivre donc en fonction du temps. On a juste en dessous également les profils, donc l'humidité du sol par horizon. Donc ici, 6 horizons avec pour chaque le taux d'humidité du sol. On retrouve ici notre pluviométrie et puis ce qui nous sert un petit peu moins, la température pour chaque horizon. Donc au niveau des fonctionnalités et possibilités, donc, pour l'instant j'ai parlé seulement des fonctionnalités, on va dire, immédiates, c'est-à-dire obtenir le taux d'humidité pour chaque horizon du sol. Mais en analysant les courbes en fonction du temps, il y a des possibilités très intéressantes et on peut obtenir un certain nombre de caractéristiques sur les conditions de culture et puis même des caractéristiques sur le sol. Donc là, j'ai listé les principales. Donc toujours d'une manière assez directe, on peut estimer le niveau de stress hydrique de la plante. Quelque chose qui peut être aussi intéressant en expérimentation, c'est de suivre la profondeur d'enracinement de la plante. On va avoir des horizons qui vont répondre progressivement, des horizons profonds qui vont, avec l'enracinement de la plante, qui vont commencer à répondre. On peut mesurer la consommation d'eau de la culture de manière globale ou également par horizon. On peut mesurer également les pertes d'eau par percolation, par exemple dans le cas d'un apport hydrique trop important par rapport à l'enracinement de la plante ou par rapport aux caractéristiques du sol. Donc ça peut être intéressant aussi de quantifier les pertes d'eau. On peut aussi des indications sur la qualité du drainage et également déceler des problèmes de structure de sol. Par exemple, une croûte de battance, on va avoir le premier horizon qui va répondre fortement à la pluviométrie, mais l'eau ne va pas se propager ou difficilement vers les horizons inférieurs. De la même manière, une seule mèche de labour, on va avoir un petit peu une accumulation d'eau dans un horizon donné sans qu'il y ait de percolation vers les horizons plus profonds. Enfin, on peut aussi mesurer
la réserve facilement utilisable et la réserve utile. Ça, c'est au cours du cycle de la culture, c'est possible de le déterminer. Et on peut avoir aussi des indications sur la vitesse d'infiltration de l'eau dans le sol. Donc voilà, j'ai listé un petit peu les possibilités on va dire d'analyse qu'il est possible d'avoir à partir de cette courbe. Donc pour que ce soit plus parlant, j'ai mis quelques exemples. Tout d'abord, ce qui est vraiment immédiat, l'utilisation vraiment immédiate des sondes, c'est pour gérer le déclenchement des irrigations. Donc là, on voit sur le graphique du bas, donc on va dire la quantité d'eau contenue dans le sol, dans le profil, là, sur 60 cm, et on peut fixer un seuil de déclenchement, par exemple à 30% ou à 50% de la RU, et puis déclencher ces irrigations dès que le seuil est franchi. On peut aussi faire varier le seuil en fonction des stades de culture. Donc ça, c'est l'utilisation, on va dire, vraiment immédiate pour gérer son irrigation. D'une manière plus précise, on peut estimer les consommations journalières de la culture. Donc là, je vous ai mis donc la quantité d'eau par horizon, donc 6 horizons, et on peut estimer donc, la consommation d'eau sur un horizon donné, là par exemple l'horizon superficiel, en mesurant le nombre de millimètres d'eau consommée. Et on peut également sommer cette consommation sur l'ensemble des horizons pour avoir les consommations journalières. Ça peut être intéressant à mettre en parallèle avec l'évapotranspiration réelle qu'on estime à partir d'une évapotranspiration théorique calculée à partir des conditions météo. Donc, là, c'est une manière un peu plus directe d'avoir ces données. Tout à l'heure, vous avez parlé également de la profondeur d'enracinement. Donc là, un exemple que vous avez repris, où toujours pareil, on voit les 6 horizons. Donc, on a ici le 5e horizon qui est très actif, puisqu'on a des paliers de consommation assez importants. Donc, on voit vraiment l'eau qui est extraite de cet horizon. Puis, plus tard dans la saison, les racines qui continuent de grandir jusqu'à arriver au 6e horizon. Et là, on observe cette forme donc des consommations au niveau du 6e horizon. Donc là aussi, des possibilités pour essayer d'estimer un peu les vitesses de croissance racinaire, le déploiement dans la zone, de la zone racinaire. Et enfin, un dernier exemple sur le temps d'infiltration de l'eau. Donc ici, un exemple issu de nos essais, où on voit après une pluie, donc le premier horizon en rouge qui répond face à la pluie, et après, on voit donc pour chaque horizon le passage de l'eau qui atteint le 6e horizon plusieurs heures après la pluie. Donc là, également des indications sur un petit peu le niveau de porosité du sol. Donc voilà un petit peu pour les exemples d'utilisation des courbes. Ce ne sont pas une utilisation directe, mais à partir des courbes, il est possible de sortir quand même un certain nombre de caractéristiques. Pour la suite de la présentation, je vais laisser Aline parler un petit peu de nos essais sur les sondes qu'on a en test à la fin. Oui, du coup, on a testé 2 sondes capacitives à la fin de 3.2. Donc la sonde Aquacheck dont le distributeur est Coris. Donc ça fait 3 ans qu'on la teste et qu'on pilote l'irrigation avec. Donc elles ont toutes et la sonde de Semtech d'Agramis qui a été positionnée pour la première fois cet été. Donc ces 2 sondes, elles ont des valeurs différentes, c'est-à-dire que sur le graphe pour la sonde Aquacheck, on va voir les humidités sous forme d'humidité pondérale, donc le pourcentage, alors que pour la sonde de Semtech, ce sera en humidité volumétrique. Mais elles ont toutes les deux donc une profondeur de 60 cm. Donc là, c'est un graphe donc, d'un des tests sur pommes de terre donc en 2019.
donc plutôt un pilotage d'irrigation. Donc là, c'est juste pour expliquer un petit peu ce qu'on retrouve sur les graphes et comment on peut l'utiliser. Donc on a plusieurs graphes, notamment les humidités sur chaque horizon, donc qui est le deuxième graphe. Donc on peut rien expliquer, on peut visualiser par exemple la percolation de l'eau, etc. La pluviométrie, la température du sol, et le premier graphe, ça correspond en fait à l'humidité pondérée, ce qui correspond en fait à la somme des humidités par horizon, pondérée en fonction du nombre de. Donc ça nous permet d'avoir une tendance globale de l'humidité sur 60 cm. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce c'est très bien fait. Et un autre exemple sur une parcelle de Flageolet en 2017, où là on voit bien la réponse de la sonde en fonction de la pluviométrie et notamment les différents pics. Et on voit également les consommations journalières avec un peu les paliers en fonction de la respiration de la plante. Alors, au niveau retour d'utilisation de ces sondes-là, ce qui est quand même positif, c'est qu'on a des mesures en continu. Donc, les sondes, elles envoient des données tous les quarts d'heure. Donc, on peut vraiment piloter l'irrigation à distance grâce à la sonde. Par contre, sur l'installation, donc l'installation, elle est plutôt assez rapide et facile. Par contre, il y a une très grosse sensibilité de la sonde en fonction du contact avec le sol. Et donc, du coup, il faut être très vigilant quand on pose la sonde. Notamment, ces deux sondes-là, elles sont posées en général avec un pralin, donc c'est un mélange de terre et d'eau. Le pralin, il doit être sans cailloux et il doit bien donc combler tout le trou qu'on fait avant de mettre la sonde pour favoriser au maximum le contact sonde-sol. S'il y a une bulle d'air, par exemple, ou un caillou qui se situe à côté de la sonde, on peut avoir des artefacts de mesure. Et donc, ça fausse l'humidité, les valeurs d'humidité. Il faut faire également attention à la position de la sonde par rapport à la culture et par rapport au système d'irrigation. Donc, notamment, par rapport à la culture, ça va être par rapport aux racines de la culture. Donc, il faut se situer entre 5 et 10 cm autour d'un plant pour pouvoir justement visualiser l'humidité vraiment au cœur des racines. Il faut également faire attention donc, à la position par rapport au système d'irrigation pour justement pouvoir piloter au mieux l'irrigation. Donc, par exemple, pour un goutteur, ça va être à 15 cm du goutteur en sol sableux, à 30 cm d'un goutteur en sol argileux. Ou par rapport à un enrouleur, ça va être sur le premier tiers. Et il faut faire également attention à la localisation de la sonde dans la parcelle, parce qu'il faut choisir un endroit représentatif de la parcelle. Donc, il faut faire, on parle en termes de type de sol et aussi en termes de topographie. On a quand même assez de recul, on va dire, sur les sondes Aquacheck qu'on a depuis 3 ans sur la ferme. Beaucoup plus que sur les sondes de Centec qui sont là depuis cet été. Et on a observé quelques défaillances avec ces sondes, notamment des pluviomètres qui cessent de fonctionner en cours de saison. Donc, ça nous est arrivé quasiment pour toutes les sondes. Et notamment, la réponse du fournisseur, c'est que ça peut être dû à la manipulation annuelle de la sonde dans les voitures, par exemple, pour aller la positionner dans une parcelle ou une autre. Lui conseille d'utiliser plutôt ces sondes pour des cultures, du moins lui il utilise les sondes plutôt pour des cultures pérennes, donc il n'y a pas besoin de les changer tous les ans, donc il faut faire attention à la manipulation des sondes. On a aussi quelques mesures douteuses pour certains horizons, notamment des valeurs élevées pour un horizon par rapport aux autres horizons, ce qui n'était pas justifié. Et également un cas de dysfonctionnement complet inexpliqué.
où la sonde mesurait une humidité qui était toujours en train de diminuer. C'est ça. Ouais, une humidité constante qui ne répondait pas du tout à la pluviométrie. Donc, les tests sont encore en cours et aujourd'hui, c'est plutôt des tests de comparaison entre les deux sondes, Aquacheck et Scentech. Donc, voilà, tu vas prendre donc là, il y a 3 sondes qui ont été testées. Donc, 2 Scentech, une pralin et une sans pralin. Pour voir un peu la différence qu'il peut y avoir dans les mesures en fonction du contact sonde-sol, puisque les sondes de Scentech, enfin plutôt Agralis, c'est les seuls à conseiller l'utilisation des sondes à la fois avec pralin ou sans pralin, alors que les sondes Aquacheck, il faut forcément un pralin pour l'utiliser, et une sonde Aquacheck avec pralin. Ouais. Donc ici, c'est les premiers résultats qu'on a obtenus. Bon, on a posé les sondes vraiment en fin de saison, donc c'est plutôt sur sol nu, mais l'objectif, c'était de voir comment elle répondait déjà à la pluviométrie. Et donc là, on voit donc la courbe bleue qui correspond à la Scentech et la courbe verte qui correspond à l'Aquacheck. Ce ne sont pas les mêmes unités. Hein. Pour la Scentech, ce sont directement l'humidité volumétrique, donc en millimètres, alors que l'Aquacheck, c'est une humidité pondérale, donc en pourcent. Et globalement, on voit quand même que les sondes répondent de manière assez similaire à la pluviométrie, même si les courbes sont pas complètement superposables. Donc là, l'étape suivante, ça sera de poursuivre ce test donc, avec une culture, donc plutôt au printemps, et de comparer vraiment les sondes dans la même unité, donc en faisant le calcul pour amener tout, par exemple, en unité volumétrique. Voilà un second exemple aussi, par exemple, de comparatif entre les deux sondes, là, cette fois sur le capteur de température. Bon, là, j'ai pris le quatrième horizon comme exemple, mais on observe quand même une différence de température assez nette entre les deux sondes. Même si au niveau des variations, on a l'impression que c'est vraiment assez similaire, en tout cas, en valeur absolue, on a quand même à peu près 2 degrés d'écart. Donc là, on ne sait pas pour l'instant quelles sont la raison. Ici, toujours le même test, donc là avec la Aquacheck qui est équipée d'un pluviomètre. On l'a comparé donc les données recueillies avec la pluviométrie mesurée par la station météo d'Éméter qui est à Escours-le-Haut, dans notre ferme 3.0. Et donc là, c'est la pluviométrie cumulée sur quelques mois. Donc on voit ça c'est du 28 septembre jusqu'au 23 novembre, donc à peu près 2 mois. Et on voit qu'à la fin de ces 2 mois, on a quand même un écart faible, hein, de 6 mm à peu près, ce qui semble indiquer que la sonde Aquacheck, au niveau du pluviomètre, donne plutôt des mesures correctes. Finalement, le souci avec les pluviomètres, c'est plutôt qu'ils se déconnectent ou ils ne transmettent plus les données parfois, mais en tout cas, quand ils transmettent les données, on a des informations assez fiables sur la pluviométrie. Et enfin, donc là, un exemple aussi pour les deux sont Scentech, donc avec et sans pralin. Donc on n'a pas exactement le même comportement. Bon, déjà, en valeur absolue, sans pralin, on a les deux horizons qui sont vraiment des humidités beaucoup plus faibles. Donc, ce qui peut peut-être s'expliquer par le fait que la sonde n'est pas bien en contact avec le sol environnant. Et également au niveau des variations, la sonde sans pralin semble répondre, enfin avoir des variations plus fortes que celle avec pralin. Donc, bon, ça c'est quelque chose aussi qu'on va poursuivre.
pour voir, essayer de définir quelle est la meilleure utilisation possible pour ces sondes. Donc en conclusion, pour nous, les sondes capacitives, ce sont des outils à fort potentiel. On peut mesurer l'humidité du sol en continu, et puis on a un accès à un nombre de caractéristiques assez intéressant, que ce soit pour la culture ou pour le sol. On va continuer à travailler avec. Mais bon, ce qui ressort quand même, c'est que c'est une utilisation assez délicate et qui demande bon, déjà une formation initiale, mais aussi de la pratique pour poser la sonde correctement. Déjà la positionner par rapport à la culture, par rapport au système d'irrigation, dans la parcelle, également pour qu'il y ait un bon contact sol et son-sol plutôt, pour avoir des mesures fiables. Et de la même manière, il y a un certain temps d'adaptation pour bien interpréter les courbes. Et vraiment pour conclure définitivement, on va dire, pour nous, il y a un intérêt certain en expérimentation, que ça peut permettre vraiment d'accéder à des informations qui sont parfois difficiles à obtenir de manière classique. Je pense par exemple à la profondeur d'enracinement ou à la vitesse d'enracinement. Les sondes permettent quand elles captent bien les données, de mesurer ça avec moins d'efforts. Voilà pour la présentation. Merci pour votre écoute. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, alors, je vais poser des questions. J'en ai plusieurs. Est-ce que ces 2 sondes sont déjà commercialisées? Si vous avez un prix? Et vu que je suis pas dans le domaine de l'irrigation, justement, est-ce que ces sondes sont vendues avec un logiciel pour que ça tourne? En fait, comment ça se formalise pour un agriculteur? Alors, effectivement, les sondes elles sont déjà commercialisées depuis quelques années. Pour le prix, ça tourne autour de 1500 €, c'est ça? Ouais, 1500 €. Et puis, en achetant la sonde, on a accès à la plateforme qui permet de visualiser ces données, de les récupérer sous forme de tableur. Donc, c'est compris, c'est un package global. C'est pas un logiciel, c'est juste une plateforme web. Et après, derrière, par contre, il y a un abonnement annuel pour accéder à la plateforme web. C'est de l'ordre de 300 € par an. C'est tant que ça? Ouais. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a moyen que ça se connecte un jour avec mes parcelles ou pas du tout? Question choc. Sûrement, il faut sûrement aller voir le fournisseur des sondes. Comme ça, je pourrais pas dire, mais Parce que là, on est en pleine réflexion par rapport aux stations météo. Et en fait, c'est pas par rapport aux fournisseurs en fait qu'on a besoin, c'est par rapport aux formats qui peuvent s'intégrer automatiquement dans mes parcelles. Savoir justement si sur cette plateforme-là, on peut directement extraire les données en temps réel, genre tous les 15 minutes, il y a vraiment une réactualité des chiffres et je sais pas, une fois par an, une fois par jour ou 2 fois par jour, il peut y avoir un envoi spécialisé pour une plateforme comme mes parcelles. Il faudrait qu'on se renseigne, mais a priori, nous, c'est pas prévu pour l'instant. Il y a vraiment des fonctions d'export pour récupérer les données qu'on souhaite, mais c'est pas automatisé et pas redirigé vers la plateforme de manière automatique. le format Excel. Ouais, après, c'est des histoires de langage, mais si déjà on peut aller choper, exporter et qu'on a propriété de la donnée, déjà c'est bon. Oui, on reste propriétaire de ces systèmes. D'accord. Et du coup, par rapport à la mise en place, tout à l'heure, Aline, tu disais, il fallait pas de cailloux, il fallait rien par rapport à votre façon de mettre. En fait, tu prends la terre et en fait, tu vas la tamiser, c'est ça? On prend la terre, on la tamise, on la mélange avec de l'eau. Alors en fait, on fait d'abord du trou à l'intérieur. On récupère la terre, on la tamise, on s'assure qu'il n'y ait pas de cailloux qui traînent, on rajoute de la terre s'il faut, on la mélange avec de l'eau
on remet du coup le crâne dans le trou et ensuite on insère la sonde dans le trou. Et il faut la ressortir et la remettre plusieurs fois pour éviter les bulles d'air, par exemple. Ok. Il y a tout un protocole d'installation des sondes, mais ça, c'est fourni. Le protocole, il est propre, on va dire, à chaque fournisseur, puisque à Gralis, c'est le même principe, mais on peut quand même l'utiliser sans pralin. Mais ça, c'est fourni en général. La notice est fournie au moment de l'achat de la sonde. Oui, des vidéos explicatives pour illustrer un petit peu la pose, la dépose d'une sonde. D'ailleurs, la dépose, c'est pas forcément évident. C'est plus facile de la poser que de la déposer. Une fois la sonde, elle est bien coincée dans le sol. Il faut vraiment la dégager tout autour. Et après, on a un outil, un extracteur qui permet de la ressortir. Et même avec ça, c'est pas évident. En fait, ça fait un genre de ciment autour de la sonde, c'est ça? Oui, c'est un peu ça, ouais. Puis à la fin d'une saison, ça a bien eu le temps de prendre. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres marques qui font ça? À part les deux testés? Alors en France, c'est vraiment les deux leaders sur le marché, même on va dire plus globalement. Après, ça peut exister qu'il y ait d'autres sondes, mais ce sont vraiment les deux les plus utilisés et les plus répandus. Ok. Est-ce que vous pensez que ce serait possible de la connecter avec une station comme on a par exemple sur Escour, une station d'émetteur? Est-ce qu'il serait possible d'avoir une interconnexion? Ouais, ça c'est propre à lui, j'ai envie de dire. C'est comme pour les parcelles, hein, c'est la même réponse pour moi. L'interconnexion avec la station météo. Au final, ils ont plus pensé dans le sens inverse, c'est que la sonde Centec, on peut lui adjoindre des capteurs météo supplémentaires. Donc il n'y a plus le mettre en option, mais on peut avoir la manette, pas mal de capteurs en option pour se faire vraiment une station météo avec la sonde en plus. Je pense que les fabricants ils ont plus vu ça dans ce sens-là pour l'instant. C'était surtout par rapport derrière les OAD comme Mileos, pour savoir exactement concrètement quand est-ce qu'on arrose, etc. Ouais, après, je sais pas, l'OAD, est-ce qu'il y a des OAD qui se basent sur l'humidité du sol? En grande culture, je pense pas. Je suis en train de réfléchir. Non, après ça va être sur l'humectation, etc. Donc non, ça va pas être ça. Ouais. À moins que Régis parmi nous ait la réponse. Non, excusez-moi, je suis arrivé tardivement. Là, je pouvais pas me joindre à votre réunion avant. Non, là-dessus, j'ai pas de repère. Moi, je suis novice dans le domaine, donc voilà. Non, je peux pas vous apporter l'info là-dessus. Il y avait ta collègue tout à l'heure, il y avait Valérie. Ah, bah c'est bien. Après, j'avais juste une question complément, moi, juste une petite remarque, parce que voilà, je suis arrivé, vous aviez quasiment fini. Sur votre diapo 21, peut-être de préciser sur les axes, de préciser en quoi c'est les valeurs, parce que moi je suis novice, voilà, je vois des chiffres sur les axes des abscisses et des ordonnées. Ouais. Je ne sais pas à quoi ça correspond, quoi. Oui, c'est vrai, j'ai pas mis. Voilà, après, je sais pas, voilà, s'il y a d'autres graphiques, faire attention qu'on ait les unités quand on connaît pas, ça permet au moins d'avoir quelques repères. Ok. Eh bien, Très tu vas bien. pouvoir couper. Oui. Ouais. Bah écoutez, merci beaucoup. Bonne continuation, puis à bientôt. À bientôt, Régis. À la semaine prochaine. Ouais, ça marche. Merci.